Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition de la Tranche Info. Nous sommes le lundi 11 mars et tout de suite nous partons pour une demi-heure de JT sur l'actualité régionale qui sera suivie d'un focus spécial mieux-être et évolution professionnelle. Après les chrétiens, c'est au tour des musulmans de démarrer un mois sacré dans leur foi. En Guadeloupe, le ramadan commence ce soir et se poursuivra demain par le premier jour de jeûne, date à laquelle le croissant lunaire sera visible à l'œil nu dans les Caraïbes. Il s'agit d'un mois de jeûne, mais aussi de prière, signifiant la dévotion à Dieu pour la communauté musulmane du monde entier. L'explication de l'imam de Guadeloupe sur ce mois béni au micro de Solène Fèvre. C'est un mois, le 9e mois dans le calendrier islamique, c'est un mois sacré, béni. Durant ce mois, les musulmans jeûnent tout au long du mois, de l'aube jusqu'au coucher de soleil. Les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent les enfants, elles ne jeûnent pas. Et pendant ce mois, en fait, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a instruit qu'en fait, que Dieu, il bénit beaucoup les musulmans qui jeûnent pendant cette période. En fait, ils reçoivent des bénédictions. Et d'ailleurs, le jeûne a été précis dans toutes les religions. Donc l'islam, dans ce cas-là, il n'a pas apporté quelque chose de nouveau. Beaucoup de musulmans vont essayer de venir à la mosquée pour augmenter dans leur foi, pour faire beaucoup plus d'actes d'adoration, faire plus de charité, être bienveillant vis-à-vis de leurs voisins et ainsi. Donc à la mosquée aussi, la mosquée va rester ouverte, si Dieu le veut, Inch'Allah, pendant tout au long du mois de Ramadan. Et les musulmans pourront venir profiter et adorer leur Seigneur. Il y a les frères et les sœurs qui vont venir et nous allons manger ici ensemble après la rupture de la jeûne. Et oui, c'est un moment de chaleur que les familles invitent les autres. Ainsi, dans l'islam, Dieu nous conseille en fait d'inviter nos frères et nos sœurs à la maison et leur partager la nourriture, partager cet amour que nous avons avec nos voisins et avec nos frères. Le message que je voudrais faire passer, c'est que c'est un mois de patience et Dieu, il a dit dans le Saint-Coran que la patience sera récompensée par l'admission au paradis. Donc les musulmans, ils doivent essayer d'être patients vis-à-vis de... Parfois, il y a des difficultés dans la vie de tous les jours. Donc l'islam ou le ramadan plutôt, ce que nous apprend, c'est la patience. Donc nous devons essayer de pratiquer cette patience dans notre vie de tous les jours. La ville de Capesterre-Belle-Eau poursuit son engagement dans le dispositif Zéro chômeur longue durée. Une nouvelle réunion s'est tenue ce matin entre le maire, son équipe municipale et les acteurs de l'emploi et de l'insertion sur le territoire. Depuis la mise en place du dispositif en janvier 2023, un certain nombre de solutions ont été créées pour lutter durablement contre le chômage. Aujourd'hui, les actions se poursuivent pour permettre aux demandeurs d'emploi d'accéder à leur formation, mais aussi à la création d'entreprises pourvoyeuses d'emploi. Un reportage signé Charlie Dagonia. Alors, le dispositif Territoire Zéro Chômeur Longue Durée s'adresse à toute personne privée d'emploi volontaire du territoire. Donc, les deux seuls critères d'éligibilité, donc il faut qu'il soit demandeur d'emploi depuis au moins 12 mois, inscrit ou pas à France Travail, et être domicilié sur le territoire de Capesterre-Belle-Eau depuis au moins 6 mois. La ville de Capesterre-Belle-Eau se lance dans l'accompagnement plus performant et plus efficace de toutes celles et ceux qui sont à la recherche d'un emploi sur le territoire avec le dispositif Zéro chômeur de longue durée, puisque nous sommes en train de finaliser cette convention qui va nous permettre de mettre en place des formations adaptées sur le territoire qui répondent aux attentes des chefs d'entreprise et qui vont nous permettre aussi la création d'entreprises à but d'emploi, c'est-à-dire pouvoir avoir ce SAS pour pouvoir permettre à chacun d'avoir cette expérience nécessaire pour qu'il puisse être après orienté vers ces secteurs qui sont en tension. Alors l'objectif justement de l'expérimentation, c'est de travailler, de faire consensus et réunir l'ensemble des acteurs de l'insertion, l'emploi, la formation et les acteurs socio-économiques du territoire pour identifier ensemble les solutions pour lutter contre le chômage. Il y a déjà effectivement des acteurs socio-économiques
économiques présents déjà sur le territoire, mais l'objectif c'est de vraiment travailler avec eux à des solutions emploi pour ces personnes de façon restreinte, ce qui se permet de se faire au sein du comité local pour l'emploi et des différentes commissions thématiques. Et l'objectif in fine aussi de l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée, c'est grâce à l'identification des activités utiles manquantes du territoire, créer ce qu'on appelle des entreprises à but d'emploi qui développent des activités utiles au territoire, complémentaires et non concurrentes aux actions actuellement réalisées sur le territoire. Nous avons autour de la table donc Pôle emploi, le conseil départemental, un certain nombre donc de privés avec le président donc de l'association donc des restaurateurs de Guadeloupe, des chefs d'entreprise dans le BTP, dans la silver economy. C'est-à-dire que nous avons travaillé à pouvoir faire un diagnostic sur Capesterre-Belle-Eau, identifier les besoins, que ce soit aussi, on n'en a même pas parlé sur l'économie verte, l'économie bleue, puisqu'aujourd'hui nous avons aussi besoin donc de marins pêcheurs. Voilà de nombreux métiers pour lesquels il manque de la main-d'œuvre et dans ce sens, nous allons donc orienter tous les capestériens qui souhaitent être orientés donc vers ceci avec une formation à la clé, mais surtout des emplois qui seront balisés pour qu'ils sachent que je commence une formation parce qu'au bout, je serai employé. Alors non, il est en action tout de suite, il est déjà en action donc depuis 2023 puisqu'on a débuté les travaux depuis janvier 2023. Le territoire de Capesterre-Belle-Eau est reconnu projet émergent de territoire zéro chômeur longue durée à l'échelle nationale. Donc le maire a souhaité engager la ville donc au travail avec les équipes projet depuis maintenant 1 an. Il est donc efficient donc dès maintenant. Là on est dans une phase sur le territoire de Capesterre-Belle-Eau donc de dépôt de la candidature auprès du fonds d'expérimentation pour obtenir l'habilitation du territoire. Après un accident, une maladie ou une opération chirurgicale, le retour à la normale nécessite souvent un temps de réadaptation pour rétablir l'usage d'une fonction ou d'un membre. Cette spécialité que l'on appelle la rééducation était à l'honneur ce week-end à Palais-Royal aux Abîmes. Ce samedi 9 mars, le pôle rééducation du CHU a ouvert ses portes au public afin de faire découvrir le service et les méthodes utilisées, mais aussi de sensibiliser à son importance pour les patients. Vianney Valverde. Nous sommes dans les services de rééducation du CHU sur le site de Palais-Royal, les bâtiments Porto Rico et Jamaïque, pour les journées portes ouvertes des services de rééducation. Le but de cette journée est donc de faire découvrir au grand public notre service et notre spécialité, mais aussi les activités innovantes qu'on propose dans le service pour la rééducation de nos patients. C'est une très bonne initiative parce que je dis que j'ai vu tellement de choses que ça m'a fait plaisir. Et je dis à la population que nul n'est à l'abri d'un handicap ou d'un AVC. Et surtout de se rapprocher des docteurs compétents parce qu'il y a beaucoup de trucs et de propositions à s'en sortir. Je vous dis, rapprochez-vous du pôle qui s'en occupe du CH. Nous avons décidé de faire cette journée tout simplement parce que le grand public ne connaît pas ce que c'est la médecine physique et de réadaptation. Le grand public ne connaît pas non plus notre service puisqu'on parle beaucoup des autres centres de rééducation mais très peu de Palais-Royal. Or, on fait beaucoup de choses. Nous sommes un service de rééducation spécialisé. Nous avons un plateau technique spécialisé. Nous sommes les seuls à faire certaines activités. Notamment, nous sommes les référents en neuro-orthopédie, la neuro-urologie et puis également sur les Covid longs. Donc, c'était vraiment pour faire découvrir au grand public tout ce qu'on propose et aussi qu'ils se rendent compte qu'au CHU, on fait des choses de pointe. Nous sommes ici depuis 2018. D'accord. Auparavant, nous étions à Ricoux, au CHU, et nous avons déménagé en 2018. Juste une petite historique pour comprendre. Quand nous avons démarré à Ricoux, nous avions 24 lits. Aujourd'hui, nous en avons 40. Donc, vous voyez, ça a doublé. Pour que les gens sachent effectivement ce que nous faisons ici en termes d'activité, nous avons pris notre temps, d'accord, de bien nous organiser, mais aussi que nous soyons sûrs et très forts de ce que nous faisons pour nous adresser à cette population. Donc c'est une première en matière de rééducation, mais c'est vraiment une première. Hein. C'est pour montrer ce que nous faisons, hein, dire aux gens qu'ici, sur ce site-là, en Guadeloupe, en matière de rééducation, eh bien, ils ont des services de très haut niveau.
Noir, Canada ou d'Angola, les pois se consomment toute l'année et sont une source inestimable en fibres et en protéines. Hier, dimanche 10 mars, s'est tenue la 6e édition de la Journée des pois et des légumineuses à Anse-Bertrand. L'occasion de présenter aux visiteurs les différentes variétés de pois, les possibilités de transformation, mais aussi l'importance et l'opportunité de sa culture sur notre île. Les images de Vianney Valverde. Nous sommes sur le site de l'ancien camp militaire d'Anse-Bertrand, où se déroule la 6e édition de la journée des pois et légumineuses. Et donc cette journée, 6e édition, c'est un vrai succès puisque la population est là, les exposants sont là, il y a plus de 60 exposants. Et nous sommes ravis que aussi bien la population que les exposants, les restaurateurs, tout le monde est content, parce qu'ils jouent le jeu, il y a un vrai échange de proximité où il y a aussi l'aspect économique, mais aussi cet après-midi, il y aura l'aspect, je dirais, culturel et scientifique. Ce que j'ai vu chez les différents agriculteurs, il y avait pois noirs, pois d'Angola, pois boukoussou, pois savon, il y avait aussi des haricots verts. Et en gros, c'est ça, quoi. Et, ah oui, des pois cannes. Si j'ai un message à adresser, je veux l'adresser essentiellement aux agriculteurs. Demander aux agriculteurs de prendre conscience que la production de pois en Guadeloupe est une vraie opportunité pour permettre d'augmenter leurs revenus. Et qu'ils peuvent rentrer dans une démarche de production de pois parce que les pois qui seront produits seront toujours vendus. Les pois, c'est l'affaire des Guadeloupéens. Le Guadeloupéen, il connaît les pois. Quel Guadeloupéen ne connaît pas? Et regardez, aujourd'hui, vous avez toutes les générations. Et c'est ce qui est formidable. On a même des enfants qui sont venus accompagnés de leurs parents parce que ça intéresse tout le monde, ça concerne tout le monde. Qui n'a pas eu ou qui n'a pas un pied de pois chez lui? Vous n'allez pas trouver un pied de fruits lapin aussi facilement que vous allez trouver un pied de pois. Une barrière, c'était fait avec des pieds de pois. Partout. Et donc, c'est vraiment la Guadeloupe, c'est de l'âme guadeloupéenne. On est à la 6e édition et il y a encore plus de monde. L'an dernier, on a eu 3000 visiteurs. Cette année, je ne sais pas, depuis ce matin, les gens viennent et on les appelle à continuer à venir à Anse-Bertrand. Il y a le Guadeloupéen. Et autour de ce Guadeloupéen, vous avez aussi des visiteurs, des touristes qui sont venus pour voir cette richesse et se dire, après tout, c'est intéressant. Ça sera demain un excellent produit d'exportation. Mais d'abord, structurons ce produit pour satisfaire la production locale, pour qu'on puisse avoir cette autonomie, cette autosuffisance agricole, alimentaire, pardon, qu'on recherche sur le territoire de la Guadeloupe. J'ai acheté des produits du terroir. En fait, il s'agit d'un repas à base de pois, parce que c'est la journée des pois. Et comme cela m'a mis l'eau à la bouche avant même de l'avoir mangé, donc je me suis dit, il faut absolument que je l'achète. À Petit Canal, le maire s'assure que les femmes trouvent leur place dans tous les domaines, et cela même dans le sport. Ce samedi 9 mars, une conférence débat sur la place de la femme dans le sport a été organisée avec l'association Canal Nautique. Les prises de parole se sont enchaînées pour dresser un état des lieux dans l'archipel et particulièrement dans la ville de Petit Canal. Reportage. Nous avons voulu, nous aussi, au sein de Canal Nautique, mettre aussi notre pointe sur cette petite journée en créant cette manifestation qui sera une conférence débat sur la femme et le sport en Guadeloupe, et la place de la femme sur le territoire guadeloupéen, puisqu'on sait qu'on a eu beaucoup d'athlètes, beaucoup, et puis depuis quelque temps, on n'entend plus parler de nos athlètes. On sait qu'il y a une souffrance dans le sport sur beaucoup de problèmes que peut-être cet après-midi que les intervenants vont soulever. Donc on a voulu mettre en valeur le sport au féminin pour la journée du 8 mars. Les femmes en Guadeloupe, elles exercent beaucoup d'activités sportives. Il y a celles qui sont professionnelles, il y a celles qui le font pour le plaisir. Et sur le plaisir, je me rends compte que beaucoup de femmes marchent, beaucoup plus. Et d'ailleurs, après la Covid-19, on se rend compte qu'il y a beaucoup de groupes de femmes, des marcheuses, et puis aussi nos sportives qui sont très émérites et dont nous pouvons être fiers parce qu'effectivement, elles font briller la Guadeloupe sur le plan national. Alors nous avons des intervenants que l'on connaît en Guadeloupe. Nous avons du beau monde
Nous avons par exemple, pour ne citer que M. Méfond, nous avons Mme Ginette Grotte. Ce sont des gens qui sont capables de nous parler du rôle des femmes dans le sport en Guadeloupe. Mais j'ai aussi un message à faire passer, c'est que les infrastructures en Guadeloupe, effectivement, doivent être aussi adaptées pour les femmes, de manière à ce qu'elles puissent être davantage sur des activités diverses sportives et qu'elles puissent s'épanouir beaucoup plus, et aussi que les parents aient cette quiétude que leurs jeunes filles et leurs petites filles puissent faire du sport dans de bonnes conditions. Et j'ai aussi un petit coup de cœur en ce qui concerne le Tour féminin cycliste en Guadeloupe. C'est vrai que ce n'est pas le tour cycliste masculin, mais avoir beaucoup plus de personnes sur les routes, faire en sorte que ce sport, cette activité sportive qui concerne nos jeunes filles, puisse être un petit peu davantage regardée et prisée aussi par le public guadeloupéen, dont je connais la ferveur quand il s'agit du tour cycliste féminin, masculin. Comme hier était la journée des droits de la femme, nous allons demander à toutes les femmes, ne perdez pas courage, ne perdez pas espoir. Nous allons arriver à faire valoir les droits qui nous sont dus. Si nos sportifs guadeloupéens se préparent activement pour les Jeux Olympiques 2024, ils ne sont pas les seuls à attendre cet événement avec impatience. Dans un peu plus de 4 mois, une trentaine de volontaires de l'archipel œuvrera au bon déroulement des JO de Paris. Ils se sont réunis pour la première fois ce samedi 9 mars autour de Vincent Billet, chef de projet des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 pour la Guadeloupe. Un reportage de Vianney Valverde. L'idée, c'était de rassembler les 38 volontaires guadeloupéens qui seront demain aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. On a 38 volontaires, comme je le disais. L'idée, c'est qu'ils se connaissent, qu'ils se rassemblent, qu'on crée une cohésion entre eux. Et puis, on a également un accompagnement, notamment sur le billet aérien, qui va être mis en place. Et donc, c'était l'occasion de faire intervenir nos partenaires, qui sont Air France et la DOM. Être volontaire, c'est une mission, ce sont des missions très diversifiées, très variées. Donc on peut être sur les sites de compétition, donc c'est-à-dire accompagner les sportifs jusqu'au terrain de compétition. On peut être aussi sur le village olympique, on peut accompagner les touristes, les journalistes, le personnel médical. Donc voilà, c'est des missions très variées qui vont avoir lieu durant les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Je suis volontaire parce que les Jeux olympiques, c'est quelque chose d'important et ça se déroule en France. Bon, il ne fallait pas louper l'occasion. Et je veux aussi dire entre autres que j'ai déjà participé à la Coupe du Monde 98. J'étais dans les vestiaires du Stade de France, voir des joueurs. Donc j'ai vécu ce genre d'événement. C'est très, très, très intéressant. Pour moi, il ne fallait pas que je rate les Jeux olympiques. J'ai participé aux Jeux de la Caraïbe en 2023 qui sont tenus en Guadeloupe. Et bon, ça n'a duré qu'une semaine, mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience. Le fait d'être en contact avec des gens qui viennent d'un peu partout. De surcroît, j'aime beaucoup le sport. Donc je ne pouvais que me positionner sur cet événement sportif international. Je ne sais pas si j'aurais d'autres chances de participer à ce genre d'événement. Et le fait que ça se tienne en France, pour moi, c'est une opportunité à ne pas manquer. L'enjeu pour eux, c'est de se connaître, puisqu'ils vont être à 7000 km de la Guadeloupe pendant des fois 2 semaines ou 4 semaines pour certains. Donc d'apprendre à se connaître, de les rassurer aussi sur les missions qui seront les leurs durant cette compétition. On a eu la chance d'avoir le témoignage d'une ancienne volontaire, donc une Guadeloupéenne qui a vécu les Jeux de Rio à l'époque, et donc qui a pu leur expliquer la manière dont ils vont servir aussi ces Jeux olympiques et accompagner les sportifs. Il faut savoir que ce seront les premiers points de contact des sportifs durant les Jeux, et donc c'est une expérience incroyable pour eux par rapport à cet événement. Le président de la Fédération française de football est actuellement en visite en Guadeloupe. Philippe Diallo a été accueilli par la Ligue guadeloupéenne de football et son président Jean Dartron. Le temps de son séjour, il visitera les infrastructures dédiées, découvrira les réalités locales de ce sport si prisé par les Guadeloupéens et évaluera également les axes de développement possibles. Découvrez sa réaction dans ce reportage. Je suis venu sur une terre de football, une terre qui a beaucoup apporté au football français. Et c'est ma première visite et il y a déjà plusieurs mois, le président Darton m'avait fait l'invitation de venir le voir ici pour me faire découvrir plus en profondeur le football guadeloupéen. Et donc, dès que l'agenda l'a permis, je suis venu, j'ai pris l'avion et je l'ai rejoint pour que nous passions ces quelques jours à voir la réalité du football guadeloupéen. Et je ne doute pas que ça va être extrêmement enrichissant pour moi. Je pense que
présence du président Diallo aujourd'hui à nos côtés va nous permettre de sécuriser certaines actions qui fonctionnent déjà. Je pense au CERFA, je pense au statut fédéral qu'on a mis en place ces 4 dernières années, mais je pense aussi notamment avec cette visite des infrastructures qui prennent le pouls un peu pour qu'en plus haut lieu, ils puissent nous accompagner pour que la jeunesse guadeloupéenne profite d'autres espaces pour s'exprimer. La distance, l'éloignement, les contexte économique et social font que pratiquer le football est quelque chose de parfois plus difficile. Et donc, le président d'Arton s'en était ouvert à moi à plusieurs reprises. Et donc, j'ai voulu venir ici pour voir sur le terrain, si je puis dire, tout le contexte dans lequel le football guadeloupéen doit se développer et voir comment la fédération peut accompagner ce développement. Et on termine ce JT sur du foot. Clap de fin pour les matchs régionaux de la Coupe Vive. La finale de Guadeloupe s'est déroulée le samedi 9 mars. Le CSM s'est imposé 4-1 face à la Solidarité scolaire. Les joueurs mouliens se qualifient pour la finale interrégionale de la Coupe Vive où ils représenteront la Guadeloupe en Martinique à la fin du mois de mai. Retour sur cette finale régionale en images. Je pense que nous avons fait un match sérieux. Nous avons pris l'avantage et rapidement nous avons été rejoints, mais sans pour cela se désorganiser. En restant serein, nous avons fait ce qu'il fallait et puis rapidement nous avons pris l'avantage. Et en revenant de la mi-temps, nous avons enfoncé le clou assez rapidement, ce qui, je pense, a un petit peu découragé notre adversaire. Il y a beaucoup de frustration de la part des joueurs. Vous savez, nous sommes quand même... on ne fait pas le championnat que nous faisons parce que tout se passe bien. Donc quelque part, oui, nous avons voulu avoir l'ambition de bien figurer ce soir. C'est ce que nous avons essayé de faire. Vous avez vu, comme vous l'avez pu le constater, qu'il y a des joueurs qui sont blessés, qui ont voulu serrer les dents pour pouvoir quand même fournir une bonne opposition. Je pense quand même que sous la première mi-temps, ça s'est vu. Mais après, voilà, il y a des éléments extérieurs qu'on ne peut pas maîtriser, il faut les accepter également. La déception, elle est plutôt sur le tournant du match. On a un pénalty, un carton rouge que l'arbitre doit mettre parce que Miroval s'en va seul au but en première mi-temps. Tout le monde l'a vu, il n'y a que lui qui ne l'a pas vu. Après, sur la deuxième mi-temps, il n'y a rien à dire. C'est pas, nous avons qu'à nous en prendre qu'à nous-mêmes sur les erreurs défensives que nous avons faites et notamment la mauvaise entame de match. Mais le tournant du match reste quand même ce pénalty et ce carton rouge qui n'ont pas été attribués au CSM en fin de première mi-temps. On ne va pas résumer que sur le fait que ça soit qu'une belle victoire. Ça fut surtout un bon match avec beaucoup d'engagement, beaucoup de résistance en face quand même si le score paraît large, mais n'empêche jusqu'au bout, ils n'ont rien lâché. Je crois qu'on a été aussi à la hauteur de notre engagement par rapport à l'importance de ce match-là. On voulait vraiment encore vivre cette expérience taille dans la Martinique et pourquoi pas bien représenter la Guadeloupe une nouvelle fois. C'est ainsi que s'achève notre journal. Merci de votre fidélité. Le JT revient à 18h30 demain et je vous retrouve dans quelques minutes pour un focus spécial mieux-être et évolution professionnelle.